fonctionnalités du cerveau de l'indépendance. J'avais envie de commencer par ça, de vous lire un texte qui repose sur des expériences pour faire voir un peu l'imagerie cérébrale et en quoi notre cerveau nous joue des tours. Peter est dans une salle d'attente. Une fumée semble provenir d'une bouche d'aération. Il regarde les personnes autour de lui, aucune d'entre elles ne semble la remarquer. Peter se replonge dans sa lecture. Mais maintenant, il sent une odeur de brûlé. Il lève à nouveau la tête, aucune réaction autour de lui, chacun lit tranquillement son magazine. Peter se dit que cette odeur n'est pas si forte et retourne à sa lecture. Dans cette expérience, ses compagnons de salle étaient des acteurs payés pour ne pas réagir. Devant leur stoïcisme fin, il faudra à Peter 10 minutes et une fumée étouffante avant de sortir de la pièce pour signaler que quelque chose ne va pas. Un groupe peut-il nous faire croire n'importe quoi, y compris qu'un feu qui nous menace n'existe pas? Dans une expérience encore plus simple datant des années 50, Solomon Asch, de l'université à Pittsburgh aux États-Unis, demandait à des étudiants de comparer la taille de quelques lignes tracées sur une feuille de papier, plus grande ou plus petite. Un exercice qu'un enfant de 5 ans peut accomplir sans difficulté. Mais avant qu'ils ne décident, on leur donnait la réponse d'un groupe de 7 de leurs camarades. Et dans certains cas, le groupe donnait exprès une réponse unanime, mais fausse. À la stupéfaction des chercheurs, les 3/4 des sujets, ont choisi au moins une fois de donner la même réponse que le groupe, alors qu'elle était évidemment fausse. Et la moitié du temps, un sujet sur 4 se conformait au consensus faux. Il s'est demandé toute sa vie ce qui pouvait bien expliquer cette incroyable abdication des humains devant les mauvais choix de leurs congénères. La réponse a été trouvée grâce à l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Greg Berg a regardé ce qui se passe dans le cerveau au moment où l'on décide de faire comme tout le monde. Lorsque la personne dans le scanner apprend ce qu'un groupe a choisi de façon unanime, c'est la perception même de l'objet qui est modifiée. L'activité des aires sensorielles qui mesurent, jaugent, évaluent les objets extérieurs est modifiée par le jugement du groupe, même si celui-ci se trompe clairement. Tout se passe comme si le sujet de l'expérience ne voyait plus la réalité telle qu'elle est, mais la réalité modifiée par l'opinion des autres. La ligne que le groupe dit être plus longue, chaque sujet la verrait lui aussi plus longue. Et lorsque, au lieu de cette plate conformité, le sujet prenait la décision de s'exprimer contre l'avis unanime du groupe, c'était la région de la peur dans son cerveau émotionnel qui était activée. Comme s'il savait qu'il est dangereux d'affirmer l'évidence, de clamer la vérité devant un groupe qui ne la voit pas. Nous ne sommes donc pas totalement en contrôle de ce que nous percevons. Le manteau de l'empereur nu existe bel et bien dans le cerveau qui le perçoit aussi longtemps que tout le monde dit le voir aussi. S'il est si facile pour un groupe d'écraser le jugement de chacun là où il prend naissance, au corps même de la perception dans le cerveau, chacun de nous se doit d'être d'autant plus vigilant sur ses choix. Pour découvrir et pour défendre une vérité qui existe hors des conformismes, il ne peut y avoir que le jugement individuel de celui ou celle dont l'intégrité et le courage sont plus forts que la peur du rejet des autres. C'est l'exemple que nous ont laissé Galilée, Luther, Darwin, Freud, Einstein ou Martin Luther King.
leurs découvertes ou leurs engagements se sont faits à l'époque contre l'unanimité de leur milieu. Aujourd'hui, et sans aller jusqu'à changer le monde, nous avons tous besoin de cette intégrité et de ce courage pour orienter notre vie différemment. Donc, quand je me conforme au groupe, c'est effectivement l'air sensoriel. Bizarrement, c'est l'air sensoriel, donc ce qui devrait me donner la capacité de jauger, juger, apprécier mon environnement. Et pourtant, si le groupe est dans l'erreur, je vais être dans l'erreur. Et pour pouvoir défendre une vérité que de toute évidence, je suis la seule à voir, c'est instinctivement, hein, je ne le décide pas, c'est instinctivement la sphère, la zone de la peur qui va se manifester. Alors, je mets souvent en avant le courage. Et finalement, on me dit assez facilement que du courage, tout le monde pense en avoir. Pour une simple et bonne raison, c'est que finalement la vie vous a fait traverser des situations difficiles, compliquées. Et on voit bien qu'on a surmonté ces épreuves-là. Donc, du courage, oui, on en a en fait. On est capable de surmonter des épreuves. Ce qui a l'air d'être plus compliqué, qui a l'air d'être plus délicat, c'est l'intégrité, effectivement. L'intégrité, c'est vraiment défendre ses valeurs à son cœur, joli lapsus, à son corps défendant. Même si, du coup, je suis rejeté. Tout le monde n'est pas capable, tout le monde n'a pas envie. Et très souvent, on va s'arranger avec nos petits arrangements pour que finalement, l'intégrité, on puisse gérer nos peurs. C'est pour ça que j'avais envie de faire le lien avec le chamanisme, parce que je pense que fondamentalement, il y a ce cerveau de l'indépendance. Et ce cerveau de l'indépendance, moi je l'avais déjà toute petite, en fait. Donc Cécile nous écrit: de toute manière, lorsque le cerveau enregistre une information ou un souvenir, il passe déjà par les filtres et du coup est différent de celle des autres, même à titre individuel. Oui, c'est vrai. Le cerveau, il va trier, il va classifier. Sauf que là, je suis vraiment en train de parler de quelque chose qui se passe de façon instinctive. Je vais vous prendre un exemple vraiment... j'avais 3 ans, 4 ans, peut-être, tout simplement. J'étais plus attirée par les bons jeux de mots que par la peur de déplaire. On allait chercher notre lait près d'une laitière en face de chez nous. Et un jour, elle me dit: bonjour petit poussin. C'était adorable. Mais c'était une vieille femme. C'était... Et moi, je dis: bonjour vieille poule. Sans filtre. Évidemment, je me suis fait réprimander par ma mère, parce que ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. Voilà. Le ça se fait pas, ça se dit pas. J'ai jamais eu de problème avec ça, en fait. C'était pas irrespectueux pour moi, en fait. Voilà, c'est ça l'histoire. Ça se voulait pas insultant. Je faisais juste, en fait, une relation entre jeune et vieille, et le poussin et la poule. Et en fait, c'était juste que je savais que la poule et poussin, c'était la même famille. Vraiment. Hein. Et j'ai toujours eu ça. Il y a toujours eu ça. Cette peur du rejet, je l'ai jamais eue. Je ne l'ai jamais eue, en fait. Donc, c'est peut-être une piste aussi, ça. Je réécoutais Corinne Sambrin, que j'avais rencontrée il y a 12 ans maintenant, 12 ans, au salon au Mans, où du coup j'avais rencontré Nketouya, et qui est une chamane mongole.
Alors, je sais pas, parce que, en tout cas, je l'ai pas entendu nous dire pourquoi, finalement, alors qu'elle avait été initiée au chamanisme, elle avait renoncé à faire du chamanisme. Mais je crois que j'avais une piste déjà à l'époque, que je partage, hein, beaucoup, mais qui fait que je reste quand même là-dessus. Quand je l'avais rencontrée, elle m'avait dit le problème en Occident, il y avait une vraie dichotomie entre ce qu'elle vivait en Mongolie quand elle était initiée et ce qu'elle vivait en France. Dans le rapport qu'on a à notre propre responsabilité. Je pense que le fond de l'histoire, il est là. On est dans des sociétés quand même extrêmement luxuriantes, dans le luxe, dans une forme de luxe. Alors, quand je dis ça, je provoque pas, hein, je sais qu'il y a des situations extrêmement difficiles, je sais qu'il y a voilà, il y a des gens qui ont vraiment des problèmes pour remplir leur frigo, donc je suis pas dans une provocation gratuite en disant ça. Je dis vraiment que euh, par rapport aux sociétés animistes dont est issu le chamanisme, on est des sociétés quand même extrêmement assistées, qui fait que du coup, on a de plus en plus de mal à prendre nos responsabilités. Et Corinne m'avait dit, le problème, c'est que en fait, les gens aimeraient que le chamanisme soit un petit peu comme le toubib finalement. On vient voir les chamans pour faire autrement ou avoir des réponses ou se soigner autrement, puis finalement, on en attend fondamentalement un peu la même chose. Elle dit le problème, c'est que les gens nous prennent pour des aspirines, quoi. Alors que le chaman, c'est juste un intermédiaire, c'est un médium, c'est un, c'est un pont entre les esprits, le monde des esprits, le monde de la connaissance, quand il est rentré en transe, et la réalité des personnes qui viennent. Et le chaman, c'est quelqu'un qui va permettre l'auto-guérison. Toujours, j'ai toujours entendu dire ça. C'est pour ça que ce terme de un chaman guéri, c'est une mauvaise interprétation du chamanisme. On est vraiment dans l'auto-guérison. Donc on va apporter des réponses et assez souvent, on n'est pas bien satisfait de la réponse. Je vois beaucoup de personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont un problème avec leur environnement. C'est là aussi où on a vraiment une dualité, nous. On est vraiment scindés en deux. Personnes viennent me voir parce qu'elles ont un problème avec leur environnement. Avec telle personne, avec machin. Moi, avec ma voisine. Si du coup on a lu là récemment ce que je viens de poster, je n'en peux plus avec ma voisine. Bon. Et je dois faire avec. Voilà. Donc à moi de trouver finalement mes outils pour que ça m'aille à un moment donné. Bref, je referme cette parenthèse toute personnelle. Oui, donc les gens viennent me voir en fait pensant que leur environnement a un problème et ils souhaitent finalement des outils pour régler avec ces outils que je vais leur donner, finalement mettre leur environnement au pas, quoi. En fait, c'est un peu ça quand même, quoi. Comment je vais pouvoir gérer un environnement qui m'est a priori hostile? Bon. Ça, c'est pas le chaman qui peut amener ce genre de réponse. Le chaman, lui, il intervient au niveau de l'âme, déjà pas au niveau de la vie, j'ai envie de dire, basique des gens. Et ça dit pas ça, quoi. Ça dit comment, du coup, comment je peux grandir, comment je vais faire grandir mon âme. C'est pas là par hasard, c'est pas là pour rien. Et avoir conscience de ça. Donc il va falloir que je me prenne en main, il va falloir que je me prenne en charge. Comment je peux grandir de ça? Et les solutions vont arriver. Hein. Le courage, je réponds à Céline, on peut déconstruire ce qu'on a reçu.
Non. Pour être en conscience avec courage. Le courage ne suffit pas. Moi, je m'aperçois vraiment de plus en plus que le courage ne suffit pas. Il est indispensable, hein, Céline, hein, c'est clair. Il faut autre chose, il faut de l'honnêteté, il faut une vraie honnêteté profonde de soi vis-à-vis de soi. On ne l'a pas toujours. On peut être sincèrement malhonnête. Ça, je le dis aussi souvent, ça. On peut être sincèrement malhonnête. C'est-à-dire qu'il nous manque 2-3 paliers avant d'accéder à quelque chose qui fasse que, ça y est, là, pas bien à l'aise avec ça. Et là, du coup, oui, voilà. Je vais déconstruire mes sincérités malhonnêtes aussi. Pour avoir les infos sans chercher aussi. Il faut s'engager à changer pour être. Alors c'est rigolo parce que cette histoire d'engagement, on en parlait récemment avec une cliente et elle avait un sens de l'engagement, ma foi, qui était waouh, qui était extrêmement rigide, quoi, qui était rigide et qui lui mettait une pression absolument invraisemblable. L'engagement, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais quand je m'engage? Quand je m'engage, il y a... Alors on dit qu'il faut pas être déçu. Tu sais, faut pas être déçu. Non, mais si tu es déçu, c'est que tu as des attentes. Cette phrase-là, elle m'agace. Je vous le dis. Elle m'agace parce que, en fait, le problème, il n'est pas de savoir si j'ai des attentes et je suis déçu et que c'est pas bien. Voilà. Je déteste qu'on me dise que c'est quelque chose est bien ou est pas bien. L'histoire, c'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. L'histoire, c'est de chercher où est-ce que je me suis illusionné. Je vais prendre un exemple tout bête. J'ai envie de reprendre des études. Allez, tiens, bim, boum, boum, je m'inscris à un master. Voilà, je vais sur le site, ça a l'air super, ça a l'air génial. Le programme, ça a l'air tip top. Pof, pof, pof. Allez, je m'engage sur l'année. Je m'engage sur un an. Très bien. Et puis, les semaines passent de plus en plus. Puis je m'aperçois que, bah non, ça colle pas à ce que je m'attendais. Je trouve ça laborieux, je trouve ça trop facile, je trouve ça, bref, pour des tas et tas de raisons, finalement, je suis déçu. Qu'est-ce qui est déçu? Pas moi qui suis déçu. Ce qui est déçu, c'est l'imaginaire que j'ai mis en place à un moment donné, en me basant sur tel ou tel élément d'appréciation, qui me parlait d'un futur qui n'existe pas. Donc en fait, j'ai créé de toutes pièces quelque chose à partir de mon engagement. Je me suis engagé, certes, mais je me suis engagé sur le futur. On s'engage au jour le jour, je m'engage là aujourd'hui, oui. Mais déconstruire cet imaginaire, tout d'un coup, je m'aperçois de quoi? Que mon imaginaire ne colle pas à la réalité. La réalité est différente de mon imaginaire. Je suis déçu, d'accord, ok, je peux l'être. Bon, et donc, est-ce que ça fait avancer le maïs? Non, ça ne fait pas pousser le maïs. Mais donc ça veut dire que, est-ce que je peux m'adapter à cette réalité ou pas? Je vois qu'il y a un décalage entre ce que j'ai imaginé, très bien, super, ok, il y a un décalage. Est-ce que je peux du coup me réadapter à la réalité de ce que je vis? Et c'est ok tout pareil, hein, c'est bon. L'imaginaire, ce que j'avais déjà pensé, c'est dans le passé, ça y est, ça n'existe déjà plus. Donc je me remets là au présent. Ou bien c'est impossible, c'est insurmontable, c'est non, 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 non. Et je veux avoir raison, je veux que mon imaginaire ait eu raison. Non mais c'est quand même ça qui est fou, hein. Je veux que mon imaginaire ait eu raison. Et donc du coup, je laisse tomber. Céline,
sans regarder sans filtre. Tout ça, c'est des belles phrases d'intention. Excusez-moi, mais tout ça, c'est des belles notes d'intention, mais c'est pas possible. J'ai des filtres. C'est vouloir gommer qui on est, ce que nous sommes profondément. Je suis bourré de filtres. Ce serait sincèrement malhonnête, pour le coup, de croire l'inverse. Mon éducation, ma culture. Je vais vous prendre un exemple. Culturellement, des filtres. En France, voilà, si je m'adresse à quelqu'un, je le regarde là, droit dans les yeux. D'accord? Voilà. C'est une preuve de respect, c'est une preuve de savoir-vivre, bien. Vous faites ça chez les Lakota, vous êtes hyper irrespectueux. Les Lakota ne se regardent pas droit dans les yeux. Voilà. C'est leur filtre culturel à eux, et les nôtres, c'est les nôtres. On a plein de filtres. Autre exemple, on était chez les Navarros, et puis il y avait un guide touristique. On était tout seul, et c'était vraiment joyeux. Et on arrive vers lui, et on va pour lui serrer la main. Et il nous prend la main. Alors nous, quand on se serre la main, c'est vraiment une bonne poignée de main. Bonjour, là, un contact. Et lui nous prend la main comme ça et glisse. Sans la serrer, sans la prendre, sans... Donc il doit voir que du coup j'ai un petit moment de trouble. Et il me regarde, lui pour le coup droit dans les yeux, il me dit nous on n'a rien à prouver. Voilà, c'est ces filtres, ce sont leurs filtres à eux. Chez les Navarros, vous ne serrez pas la main. Vous la frôlez, vous la touchez. Voilà, vous l'effleurez. Ça, c'est un signe de respect. Si vous serrez la main à un Navarro, il va penser que vous voulez le dominer. De quoi j'avais voulu vous parler? Ah oui, ce que j'appelle la posture du photographe, mais j'ai souvent expliqué que pendant des années, en fait, j'avais vraiment été contre. Je n'avais pas envie d'être chaman, je voyais pas du tout pourquoi c'était comme ça, etc. Et c'est ce pourquoi, en fait. On est dans des sociétés où on a besoin de comprendre les choses, on a besoin de les comprendre parce qu'on veut en avoir le contrôle. C'est la première chose qu'il a fallu que je perde, ça m'a pris des années. Vouloir perdre ce contrôle-là. Perdre ce contrôle, c'est arrêter d'être dans le pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi finalement il faut qu'il y ait ceci, cela, pour qu'il y ait ça. Posture chamanique, c'est l'inverse. C'est de dire, pour qu'il se passe ça, il faut qu'il y ait ça et ça et ça. Donc en fait, c'est arrêter d'être dans le pourquoi qui va du coup me permettre de contrôler et passer dans la posture du comment qui va me permettre d'être dans l'ouverture, la recherche, la curiosité. Ça, c'est vraiment la posture du chaman. Et le jour où j'ai arrêté d'être vraiment dans le pourquoi et que j'ai enfin pu basculer dans le comment, là, j'ai assumé et j'ai été heureuse et j'ai été bien. J'étais contente d'être chaman. Alors, pourquoi on est tout le temps dans le pourquoi? Pourquoi on veut contrôler? Toujours pareil, en fait. C'est vraiment pour réussir à gérer nos peurs, se mettre en sécurité. Si j'ai la réponse à mon pourquoi, alors je vais me sentir en sécurité. Parce que là, du coup, j'aurai les tenants, les aboutissants, voilà. Ça va être tout bien cadenassé, et là, du coup, ça va être chouette. Le chamanisme, c'est... Non, pourquoi? Bah pourquoi pas, hein? En fait, en vrai. On est dans l'acceptation, on est dans l'ouverture, on est dans
Voilà. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. L'expérimentation, oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Il n'y a que ça pratique, 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 pratique. Bien sûr, bien sûr. Et tout ça, alors, c'était vraiment étonnant. Moi, mon initiation, indépendamment donc de Andrew Moa, homme médecine CRI, Patsy Mio, femme médecine Mohawk, et El Hadji, c'est ça, maître soufi sénégalais. Tout le reste, toute mon initiation, en fait, indépendamment des passages vécus avec ces personnes-là à différents moments, ça a été incroyable de synchronicité. C'est-à-dire que je vivais des expériences que je ne comprenais pas. Pourquoi je vis ça? Qu'est-ce qui se passe? Et badaboum, je me retrouvais avec un livre qui venait m'expliquer ce que je venais de vivre. Ça a toujours, depuis 25 ans, ça a toujours fonctionné comme ça. J'ai déjà pris cet exemple, mais je le reprends. C'est-à-dire qu'au début, où je faisais des nettoyages énergétiques, euh, on a vraiment accès à tout ce qui va être transgénérationnel aussi. Donc en fait, du passé, du passé, du passé, du passé. Et moi, j'avais accès à ça. Mais comme j'étais encore beaucoup dans le pourquoi j'ai accès à ça, pourquoi c'est utile que je reçois ça comme information, en fait, finalement, quelque part, et à mon corps défendant, mille excuses à ceux qui ont fait les frais de mes expérimentations, pour le coup, je m'en débarrassais. Je prends souvent l'exemple parce que celui-là, il était vraiment frappant, mais j'en ai vraiment d'autres qui étaient violents. Où du coup, la personne que je suis en train de nettoyer, je vois la guerre de 100 ans, et j'entends, hein, j'entends le bruit, je suis au milieu de, en fait. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est exactement comme si, euh, vous voyez une scène au cinéma. euh, j'ai revu récemment Tu ne tueras point. Hein, je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà, ce soldat américain pendant la Seconde Guerre mondiale, et du coup ils essayent de prendre une île japonaise. Et ben c'est exactement comme si Corinne, telle qu'elle est là aujourd'hui, habillée comme elle est là, voilà, aujourd'hui, quand je pars en transe, et ben je me déplace au milieu de, 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 de la bataille. J'y participe évidemment pas. Je suis exactement là et je vois tout ce qui s'y passe. C'est ça qui m'arrivait. Et évidemment, enfin, c'était super violent. Et donc, il y avait tout. Il y avait les odeurs, il y avait les cris, il y avait tous les bruits étaient là. Je savais pas quoi en faire. Et moi, j'étais en train de nettoyer une personne dans mon appartement qui venait pour telle ou telle raison, donc qui n'avait rien à voir avec la guerre de 100 ans, qui n'avait rien à voir avec le fait de se faire manger toute crue sur un lac gelé par des loups, genre vers le XVIIe siècle. Il n'y avait aucun rapport avec tout ça. Et comme du coup, mais je leur disais, ça vous parle, guerre de 100 ans? Ça vous parle? Évidemment non. Les gens partaient prenant leurs jambes à leur cou, évidemment. Puis après, j'ai eu accès à des livres. J'ai trouvé des livres en ne les cherchant pas, hein, on est d'accord, hein, évidemment. Hein. En allant chercher un agenda méridien à table, bim boum boum, sur les vies passées, etc., que j'ouvre au milieu comme ça, tiens, machin. Pourquoi je l'ouvre? Je l'ouvre parce que l'image me plaît, parce que moi je suis très visuel. L'image me plaît, je suis attiré par ce bouquin-là, je l'ouvre à la page et badaboum, et j'ai l'explication. Et même ça m'a pris des années à ne plus avoir peur de ce genre de synchronicité. Donc la posture, on passe vraiment dans le comment. Cécile,
en France, on serre la main à cause du Moyen-Âge où en faisant l'accolade, le rival pouvait littéralement vous planter un couteau dans le dos. Absolument. Oui, 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 oui. Je suis bien d'accord, mais donc c'est historiquement, voilà. Bien sûr que nous aussi, on a culturellement et historiquement nos raisons qui viennent de, bien sûr. Donc être chaman n'est pas un choix. Non, 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 non. Ça prend une telle déconstruction, je ne sais plus qui parlait de ça au début, une telle déconstruction, c'est pareil. Moi, j'ai quand même envie de dire qu'on change parce qu'on est poussé à le faire, quoi. Je n'ai jamais vu personne se mettre dans l'inconfort volontairement. Parce que c'est de ça dont il est question, dans un premier temps. Il y a intérêt à drôlement décortiquer l'ego, quoi. Décortiquer tout ce qu'on a appris dans notre société au jour d'aujourd'hui. L'animisme, on l'avait, mais c'était quand? C'était il y a 3000 ans. C'est épouvantablement loin pour nous. Donc, dans ton ADN, oui, bien sûr qu'il y a un reste. Mais il faudrait donc volontairement, par choix, aller chercher ce reste, aller plonger, 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 plonger. Peut-être. J'ai une réponse à l'Andrew, aucune idée. Choisir de vivre ou mourir. Il y a plusieurs morts, hein. En tout cas, en chamanisme, on dit qu'il y a plusieurs morts. La mort affective, la mort de l'ego, la mort des relations, et la mort symbolique. Ça peut se terminer comme ça. Pour des initiés chamans, ils peuvent être enterrés vivants. Et alors, c'est vraiment... et alors ça, je l'ai su 10 ans après. Mais comme quoi j'ai donc déjà dû être chaman, puisque pour une raison personnelle, je voyais une psy, qui n'a pas géré d'ailleurs, qui n'a pas géré du tout, et qui me fait faire à un moment, je ne sais pas ce qu'elle voulait faire, une espèce de rebirth. Un rebirth, c'est de revenir à la naissance, voilà. Et ça s'obtient justement par un état de conscience modifié, mais à l'époque, tout ça je sais pas, j'ai pas les mots, je sais même pas de quoi il retourne. Bref, je lui fais confiance. Et donc c'est une respiration courte, un petit peu comme quand on accouche. Et c'est ce qui se passe hein, d'ailleurs. Hein. Quand on accouche et qu'on a cette respiration-là, ça crée des hormones en fait qui font qu'on supporte la douleur. Bref. Et donc, et je me revois enterrée vivante. Mais c'est une image absolument épouvantable. On est au XVIIIe siècle, à peu près. Je suis enterrée vivante, et mais je vois, hein, il y a la terre, c'est humide, ça sent mauvais. Et les gens, je vois des gens au-dessus de moi qui me jettent de la terre, qui jettent de la terre sur moi, quoi. Et je me mets à hurler, mais je suis pas morte, je suis pas morte, je suis pas morte. Donc je sors évidemment de cet état de conscience modifiée, la psy n'a pas du tout géré ça. Je suis rentré chez moi complètement décalqué de ce truc-là. Et en fait, c'est Patsy qui m'a dit, mais en fait, t'as déjà été chamane, t'as déjà été enterrée vivante. Bon, bah alors, si c'est pour la bonne cause. Mais à l'époque, j'avais donc été retrouver ça. Et aucun lien de rien, évidemment. La vie va te le ramener à l'assemblement si tu t'y refuses. Ah! Si je me refuse, la vie va te le ramener inlassablement si tu t'y refuses. Si tu t'y refuses à être chaman, c'est de ça dont tu parles? Est-ce que c'est de ça dont tu parles?
La vie va te le ramener. Mais on refuse pas parce qu'on se dit oh bah non, finalement non. Le but de tout ça, c'est quoi? C'est que l'âme elle grandisse, c'est que l'âme elle évolue de plus en plus, qu'on soit de plus en plus des vieilles âmes. Donc en fait, l'histoire c'est pas de s'y refuser. Pourquoi on s'y refuserait? Parfois on n'est pas prêt, on n'est juste pas prêt. Enfin, moi je le vois bien. C'est aussi la sagesse qui dit ça. C'est aussi la sagesse qui dit que ben il y a un moment, ouais c'est ça, oui, oui mais Andrew, moi là, une des toutes premières choses qu'il m'avait dites, sois plus agressive. T'es bien capable. Alors c'était toujours minimaliste, hein. Les enseignements d'Andrew, toujours minimaliste. Alors déjà, agressive, j'ai dit, attends, pourquoi il me dit ça? Enfin, moi je trouve quand même que, vu le caractère que j'ai, c'est bien assez, quoi. Enfin, je suis bien capable de quoi? Et je comprenais pas ce terme d'agressivité, en fait. L'agressivité, c'est vraiment quelque chose d'animal, hein. C'est pas, on n'est pas sur la violence, on n'est pas sur, quand je fais des séances sur les pervers narcissiques, on n'est pas là-dessus, on n'est pas du tout sur le même registre. L'agressivité en chamanisme, c'est de traverser ses peurs. Traverse tes peurs. T'es bien capable. C'est de ça dont il parlait. Donc quand on refuse, ouais, enfin voilà, sincèrement malhonnête. Quand je disais et quand j'ai dit pendant des années, mais moi je suis pas de cette culture-là, il y a erreur de casting, je me donnais bonne, mais en fait j'avais peur. Hein. Et qu'est-ce que j'en fais? Et où je vis ça? Et faut quand même se rappeler, aujourd'hui tout le monde veut être chaman. Super. Mais il y a 10 ans, il y a 15 ans, attends, bon, qu'est-ce que je fais de ça, quoi? C'est bien gentil, mais bon, j'ai pas envie d'être. Je trouve que j'ai déjà eu un métier avant qui était un peu, qui sortait en tout cas, bon, qui était pas non plus, hors des sentiers totalement battus, mais enfin bon, j'avais déjà un métier qui était pas, classique, on va dire. Bon, moi j'aspirais, tu vois, à quelque chose de posé, de machin, être fonctionnaire peut-être pas quand même, mais enfin pas loin quoi. J'aspirais vraiment à quelque chose qui soit sécurisant. Sécurisant, voilà. Sécurisant, sécuritaire pour moi, voilà. Et donc le chamanisme c'est tout sauf sécurisant, c'est tout sauf sécuritaire. Voilà. Donc faut traverser les peurs, faut traverser les peurs. Madame Béatrice. Faut y aller. Plutôt sauvage, oui, complètement, c'est ça. Pas dressé. J'avais aussi lu un papier super, mais que je retrouve pas, donc désolé. Je vais juste vous en parler comme ça un petit peu globalement, mais qui rejoignait un petit peu le cerveau de l'indépendance, où il disait que, alors sans vouloir travestir ce que j'avais lu, bref, que quand on était enfant, quand on était vraiment tout petit, ah ben Cécile, tiens, il y a une infirmière avec nous, elle va pouvoir peut-être nous confirmer ça, ou retrouver ça. Qui avait à la naissance, il y avait un canal qui partait peut-être bien de la glande pinéale et qui descendait au cœur. Ça c'est possible. Et que cette glande, en fait, très très rapidement, elle se refermait. Voilà. C'était ce canal-là, en fait, se bouchait. Il se bouchait quand? Il se bouchait quand on était dressé. Les tout petits l'ont, 2, 3, 4 ans. Quand du coup, ils ont des amis. Vous savez, les amis qu'ils ont un peu partout. Voilà. En fait, c'est grâce à ce canal-là, en fait, qu'ils perçoivent leurs amis.
Et puis on est dressé, dis pas des bêtises, ne mens pas, fais pas ci, fais pas ça. Ça fait peur. Ça, fais attention. Voilà. Bref, on nous inculque la peur. Et ce canal-là se bouche. Et on n'est plus connecté. On n'est plus connecté avec ce qui se passe autour de nous. Parce qu'il s'y passe des choses. Et en fait, eh ben moi j'ai bien peur, les gars. J'ai bien peur. J'ai bien peur que ce canal-là ne se soit pas rebouché, en fait. Et c'est pour ça que j'ai pu vivre des choses quand j'étais petite ou adolescente. Alors, a posteriori, les choses me faisaient peur. Mais elles m'arrivaient quand même. La toute première fois qu'on m'a demandé qu'est-ce que c'est que le chamanisme, j'ai répondu que c'est un rapport différent à la réalité et c'est un rapport différent au temps. Et je me rends vraiment compte que ce rapport différent au temps, il est complètement présent pour moi aujourd'hui. Tu vois, quand tu me dis la vie va te le ramener inlassablement si tu te refuses, la vie c'est vachement court. À l'épreuve d'une âme, la vie c'est très très court. Donc en fait, te bloque pas là-dessus, c'est pas important. Savoir si c'est dans cette vie-là ou dans une autre, c'est pas important. Bon, ben voilà, moi c'est à peu près tout ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Ça passe tellement vite, mon Dieu. Je sais pas s'il y en a qui ont remarqué quand même que du coup, le décor est quand même franchement mieux, encore, hein, de mieux en mieux. Donc voilà, sauf si du coup il y en a qui ont d'autres choses, qui veulent partager d'autres choses, on pourrait dire qu'on a fini aujourd'hui. Merci à vous, avec plaisir, merci à vous. Passez un bon confinement toujours. J'adore ça, l'histoire du confinement. Je me régale en fait, en vrai. Ça c'est parce que j'ai mauvais fond. Non, mais je me régale parce que finalement, je crois qu'on est en train de redécouvrir, pour certains, pas tous, hein, pas tous, largement pas tous, finalement ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse. C'est vraiment ça. Sortir de nos distractions. Sortir de nos distractions. La terre-mère nous a poussé à sortir de nos distractions et d'être au plus présent de notre essence. Et ça, je trouve ça génial. Vraiment, ça me régale. Ça me régale. Donc voilà, j'espère que vous aussi, ça vous régale. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine et on se dit